Bonsoir Clichy, ici Marseille. J'espère qu'il y a aussi peut-être quelques Marseillais connectés. Je trouve ça assez sympathique ce que permet finalement cette crise, triste évidemment, de pouvoir innover sur ce mode de réunion publique qui nous réunit comme ça à travers la France. Donc je suis vraiment ravie. Merci à toi Céline de m'avoir invitée pour partager quelques éléments effectivement sur un sujet qui m'est cher, le sujet de l'engagement, et qui est un sujet que j'ai pu explorer pendant ces 6 derniers mois grâce à une mission qui m'a été confiée par Gabriel Attal sur l'accélération des alliances stratégiques, comme tu l'as introduit. Et c'est une mission que j'ai menée de front avec le Rameau, qui est à la fois un observatoire et un laboratoire d'innovation partenariale, qui a donc une très grande d'années sur cette question des alliances. Alors, l'objectif de cette mission, c'était d'étudier la force de ces partenariats entre associations, acteurs économiques, pouvoirs publics et citoyens, et de voir comment, par l'action collective, l'impact au service de l'intérêt général devient de plus en plus grand et plus puissant. On a étudié différents types d'alliances, évidemment, qui ont pris de l'ampleur depuis une dizaine d'années, avec la volonté de voir quelles étaient les bonnes pratiques et aussi quels étaient les freins, les leviers à actionner pour les intensifier et réduire ces freins qu'on pouvait identifier. Alors, cette mission s'est achevée avec la crise sanitaire que nous traversons toujours encore et qui entraîne dans son sillon une crise sociale majeure, voire humanitaire dans certains endroits de France, ce qui a pu être le cas dans certains quartiers à Marseille. Et cette crise, alors en plus d'avoir réveillé nos consciences à la nécessité de repenser nos sociétés, ça a généré, vous l'avez vu, beaucoup d'initiatives pour repenser le jour d'après, elle a révélé, peut-être de manière contre-intuitive pour certains, que finalement c'est l'entraide et la collaboration qui se développent spontanément quand on a besoin de surmonter des épreuves. Donc partout sur les territoires, on a vu s'intensifier des relations partenariales entre des acteurs qui se sont levés comme un seul homme pour répondre ensemble à l'urgence, des services déconcentrés de l'État, des préfectures, des rectorats, mais aussi des collectivités territoriales qui ont mobilisé, facilité, coordonné parfois les acteurs associatifs pour les mettre en réseau et pour agir plus vite et répondre au mieux aux besoins de proximité. Le secteur associatif lui-même a pu compter sur une mobilisation sans précédent de la société civile qui a exprimé son envie d'engagement et notamment avec le gouvernement qui l'a incité à le faire ou qui a facilité ses actions en renforçant la réserve civique avec le site jeveuxaider.gouv et aussi celle d'acteurs économiques qui, à travers des fondations ou directement en lien avec les pouvoirs publics, ont apporté un soutien parfois matériel, parfois financier ou logistique. Donc cette crise a fini de nous conforter, de renforcer une conviction qu'on avait acquise pendant ces 6 derniers mois, qui était que pour être résilient face à une crise, c'est la collaboration qui prévaut et que le plan de relance qui va intervenir maintenant devra accélérer ce réflexe alliance. Alors cette intuition a été confirmée le jour même où on a remis notre rapport à Gabriel début mai par un sondage mené par l'Observatoire des partenariats et qui a indiqué que 81% des Français pensent que pour sortir de la crise du Covid, il est utile de jouer collectif et 29% pensent même que c'est incontournable. Donc il y a vraiment une volonté des Français très forte de favoriser ce type d'alliance. Donc finalement, la principale conclusion de notre mission a été d'inviter le gouvernement à fixer un cap pour les 10 prochaines années, fort des 10 ans d'expérimentation autour de ces alliances, pour que lors de ces prochaines années, on puisse faire de l'alliance la norme pour construire un modèle de société durable. Alors évidemment, on ne part pas de zéro, puisqu'il y a effectivement une dizaine d'années déjà d'expérimentation, mais en plus de ça, en 2015, l'ensemble des États membres de l'ONU ont adopté les objectifs de développement durable. Il nous donne la marche à suivre pour répondre aux défis mondiaux auxquels nous sommes tous confrontés, notamment les défis de la pauvreté, l'inégalité et la lutte pour le climat. Et en fait, l'objectif de développement durable numéro 17, l'ODD 17, nous invite, pour y parvenir, à mettre en place des partenariats efficaces entre pouvoirs publics, associations, acteurs économiques et société civile. Donc, à ce stade, si on ne fait rien, on est loin d'être au rendez-vous fixé par l'agenda 2030. Et donc, cette mission nous a convaincus de la nécessité de déployer en France un plan d'action ambitieux pour atteindre l'ODD 17. Et donc, on a recommandé un plan de relance par l'ODD 17 en développant ce qu'on a appelé le collectif impact sur les territoires. Alors, accélérer ces alliances et mettre en place
Collective Impact, que je vais développer un peu plus tard. Il va falloir accompagner la méthode. Comment est-ce que, de manière un peu schématique, on va passer de la loi du plus fort à la loi du plus impactant ensemble? Comment faciliter la rencontre entre ces mondes qui se connaissent mal et qui ont pourtant beaucoup à faire ensemble? Quels sont les outils pour se lancer dans une alliance réussie et durable? Quels sont les freins juridiques qu'on aura besoin de lever ou un cadre juridique à construire pour les sécuriser? Donc, c'est ce à quoi nous avons répondu dans ce rapport en recommandant le déploiement du collectif Impact à la française, qui part d'un constat simple, c'est qu'aucun problème social ne peut être résolu par un acteur, une organisation seule, fût-elle efficace, portée par un État ou une collectivité ou même une association ou un entrepreneur visionnaire. C'est toujours dans un travail coordonné dans la durée, avec des organisations diverses, mais qui partagent une même vision, un même langage, qui fait vraiment la différence. Donc, derrière ces mots, finalement, j'ai encapsulé les différents leviers à activer et ce qui ressortait de ce qu'on a pu constater, et notamment cette nécessité d'être plusieurs, mais autour d'éléments partagés et qu'il faut structurer et faire émerger. Donc, le développement des alliances est un processus complexe. Comme tout organisme vivant, j'ai envie de dire, l'alliance elle a des besoins fondamentaux qui doivent être satisfaits et qui sont des préalables à son développement. On en a identifié 3. Le premier, c'est faire naître l'envie d'alliance sur un territoire. Pour partager une envie d'alliance, il faut d'abord pouvoir poser un diagnostic sur un territoire, besoins communs et faire émerger des problèmes à résoudre ensemble. Donc il y a tout un travail à mener sur l'organisation de la rencontre entre les différents acteurs et notamment les citoyens pour qu'ils puissent travailler ensemble au diagnostic. Ensuite, il faut structurer l'alliance, il faut la sécuriser par le droit parce qu'effectivement, quand on met ensemble une association par exemple et une entreprise, les rapports de force sont souvent asymétriques. Donc il y a nécessité, chacun ne bénéficie pas d'ailleurs des mêmes avantages, notamment des avantages fiscaux, etc. Donc, nécessité à structurer par le droit, équilibrer les rapports entre les. Et puis structurer l'alliance, c'est aussi évidemment accompagner son financement et la faire grandir dans des lieux adéquats, dédiés, et soutenir une ingénierie, une méthodologie. Et enfin, le troisième besoin fondamental, c'est d'animer l'alliance dans la durée. Comment est-ce qu'on gouverne avec des parties prenantes extrêmement hétéroclites, qui aussi ont des enjeux très différents? Comment est-ce qu'on définit des indicateurs de réussite partagés? Et comment est-ce qu'on apprend aussi à penser autrement pour faire autrement? Ce n'est pas forcément inné, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend aujourd'hui, ni à l'école, ni dans l'enseignement supérieur. Et donc, il y a nécessité à accompagner et à animer par des acteurs formés à la logique partenariale. Donc, pour aller peut-être un peu plus vite, parce que sinon je vais déborder sur mon temps de parole, nous avons aussi interrogé évidemment la place de chacun dans une alliance. Si de manière schématique, l'acteur associatif apparaît souvent comme l'opérateur le plus agile, qui est en grande proximité avec la connaissance des besoins et des publics concernés par l'alliance, l'acteur économique est souvent source de compétences, de financement, de soutien logistique potentiel. Et la question qu'on se posait aussi, c'était quel est le rôle du pouvoir public au sein de cette alliance, qui doit moins être dans une démarche descendante, mais plus dans une démarche transversale d'accompagnateur. Donc, il doit être à la fois stratège, parce qu'il aide à définir les besoins et à sa connaissance du territoire, facilitateur, coordinateur, parce que c'est lui qui doit donner les moyens et fait partie de nos recommandations, c'est de financer l'ingénierie de ces alliances plus que de les imposer. Et enfin, formateur pour apprendre à faire alliance. Donc, on a recommandé 4 grands chantiers pour atteindre l'ODD 17. Le premier, c'est de développer une plateforme du collectif Impact à la française, qui est une plateforme donc, grand public, centrale, visible, globale, qui coordonne et met en résonance tout l'ensemble des dispositifs déjà existants. Alors, ça prendrait forme par une plateforme numérique. Donc, on a proposé que ce soit d'ailleurs une évolution du site je veux aider.gouv qui pourrait devenir nous voulons agir.gouv, puisqu'il pourrait permettre aujourd'hui de faciliter la mise en réseau de tous les acteurs associatifs,
des citoyens, mais aussi des acteurs économiques qui aujourd'hui n'existent pas dans la plateforme telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Mais il faudrait que ça prenne aussi forme dans la vraie vie, entre guillemets, avec des équipes du collectif Impact déléguées dans les préfectures ou à l'échelle d'un département, qui ne sont pas forcément des fonctionnaires, mais ça pourrait être justement des catalyseurs d'alliances tels qu'ils existent déjà, qui pourraient avoir une délégation de service public ou en tout cas une mission confiée et financée par les pouvoirs publics pour être ceux qui sur le territoire, font naître ces alliances, vont chercher les acteurs, les mettent en réseau, accompagnent les associations aussi pour monter en compétences ou même pour être capables d'identifier leurs besoins en bénévoles. Certaines sont petites et ne savent même pas identifier quels sont leurs besoins finalement d'accompagnement et d'aide. Donc voilà, ça c'était le premier chantier, la plateforme du collectif Impact. Le deuxième chantier, c'est de lancer un programme national d'investissement massif sur les territoires pour la transition par le collectif Impact. Donc pour répondre par l'Alliance aux défis sociaux, économiques, environnementaux qui sont fixés par les objectifs de développement durable en créant un fonds de l'ODD 17. Donc là, c'est comment est-ce qu'on arrive donc à catalyser l'émergence de projets locaux, solidaires et partenariaux sur les thèmes qui nous concernent tous au quotidien, les thèmes de la santé, de l'éducation. Donc la notion de l'émergence et de la catalyse de ces alliances, leur financement en finançant l'ingénierie et l'animation dans la durée, comment est-ce qu'on ouvre et qu'on généralise l'ouverture de tiers-lieux qui sont des lieux effectivement propices à la rencontre et à la création d'alliances, comment on crée un fonds d'amorçage de l'alliance, comment est-ce qu'on évalue l'impact territorial enfin, tout ça donc dans un grand plan de lancement du collectif Impact financé par les pouvoirs publics. Troisième point, c'est un grand plan d'éducation et de formation initiale et continue à l'engagement et à la logique partenariale. Comme je le disais, on ne peut pas faire autrement si on ne s'est pas éduqué à penser autrement. Donc c'est vraiment un enjeu majeur de la transition vers un nouveau modèle, d'apprendre à tous les futurs citoyens, aux entrepreneurs, aux administrations, aux travailleurs de chaque secteur, comment ils doivent être formés pour devenir acteurs du changement. Aujourd'hui, je prends l'exemple des pouvoirs publics, on ne peut pas demander à une administration décentralisée de pouvoir innover autant dans la construction d'alliances, de faire des pas de côté quand ils ne sont pas habitués à le faire, quand ils ne sont pas formés à le faire. Ils en ressentent l'utilité quand, par l'expérience, comme là, par exemple, de très belles alliances, on est avec la crise, certains ont fait ce pas de côté, ont vu l'efficacité, mais pour les généraliser, il faut qu'aussi la fonction publique puisse être touchée dans une formation dès le départ. Donc un volet dès l'école pour les plus petits avec une sensibilisation à la culture de l'engagement, mais aussi à la démarche collaborative, comment on fait ensemble et comment on construit des projets. Aujourd'hui, c'est assez loin des préoccupations au sein de l'éducation nationale. Et puis dans l'enseignement supérieur, comment est-ce qu'on développe de nouvelles compétences, dont celle du management collaboratif. Alors il y a une chouette initiative qui est en train de naître, qui est la labellisation de différentes formations dans l'enseignement supérieur, qui seraient labellisées les grandes écoles de la transition écologique-sociale. L'idée n'étant pas de refaire une énième grande école, et que, parce qu'en plus le terme grande école n'a pas vocation forcément à rester, puisqu'il n'y a pas volontairement pas élitiste, ça toucherait tous les systèmes d'enseignement, mais en tout cas, chaque module d'apprentissage justement à faire ensemble et à faire autrement pourrait être labellisé dans une méta-école qui apprendrait et former à cette transition. Et puis enfin, évidemment, la formation aussi au sein des entreprises. Comment est-ce qu'on développe les pratiques RSE? Comment ce n'est pas juste anecdotique ou la danseuse d'un président, mais comment est-ce que de manière plus générale, on arrive à développer ces pratiques et à faire vivre, notamment via le mécénat de compétences, l'alliance à tous les employés, puisque c'est souvent par une expérience transformatrice qu'on arrive à convaincre et à dupliquer. Et donc, dernier chantier, c'est la création d'un droit de l'alliance, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on sécurise les acteurs de l'alliance? Travailler là sur un droit non contraignant, co-construit, pour sécuriser au maximum la démarche d'alliance d'intérêt général et lui permettre d'innover en toute sécurité. Donc là, on travaille sur une proposition de loi qui pourrait effectivement
encapsuler tout ça. Voilà, donc en conclusion, je dirais que le 12 mars dernier, quand le président de la République a pris la parole dans une de ses allocutions pour annoncer le confinement, il nous a dit, s'étant solidaire, en disant nous plutôt qu'en pensant je, que nous relèverons cet immense défi. Donc il nous a invités justement à faire alliance et donc nous sommes assez convaincus que le plan de relance qui s'annonce devra passer par cette ODD 17 en développant ce collectif impact et que c'est la garantie pour nous de démultiplier la force d'engagement de notre nation, mais du coup aussi de renforcer notre cohésion sociale et de déployer l'innovation sociale à grande échelle pour rendre notre pays plus solidaire, plus fort et probablement aussi plus réactif. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop longue. Non.